Alors, le contexte est posé. On va pouvoir passer. Merci à URBS d'avoir donné quelques clins d'œil pendant cette conférence. On va maintenant passer à la première table ronde qui va nous parler de pourquoi consomme-t-on. Alors, j'appelle les deux conférenciers à s'installer. Nous accueillons Olivier Gergaud et Renaud Lunardeau. Alors, je rappelle à nos amis que nous allons travailler par table ronde successive. Chaque intervenant a une vingtaine de minutes et nous gardons ensuite une vingtaine de minutes pour répondre aux questions de la salle et des personnes qui nous reçoivent à distance. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions. Si vous êtes à distance, vous appuyez sur la petite touche QR, questions-réponses, qui se trouve en bas de votre écran, et vous tapez votre question. Et pour le public qui est dans la salle, eh bien, vous vous poserez la question directement, oralement, et je la reprendrai pour qu'elle soit audible par les amis qui sont à distance. Alors donc, première table ronde autour de la question de la consommation. Pourquoi consomme-t-on ? J'accueille d'abord Olivier Gergaud, qui est professeur d'économie à Kedge Business School. Alors, on a une table ronde avec deux professeurs de Kedge. Nous sommes orientés consommation, donc orientés marché public, bien entendu. Olivier Gergaud est professeur d'économie donc à Kedge. Il est chercheur affilié au LIEP de Sciences Po. Il est prof adjoint à New York University. Vous êtes docteur de l'Université de Reims. Il y a plusieurs intervenants d'ailleurs qui ont un doctorat de l'Université de Reims. C'est à souligner. Depuis 2011, vous êtes directeur du Centre d'excellence Food, Wine and Hospitality et en 2019 de la chaire Consommation responsable avec vin et société. Et c'est dans le cadre de cette chaire Consommation responsable avec vin et société que vous développez les recherches dont vous allez nous parler maintenant. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci d'avoir organisé cette journée extrêmement intéressante. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler, on va rebondir sur ce que Hubert vient de nous dire, sur le rôle de l'éducation dans la consommation de vin. Donc, vous le disiez il y a un instant, effectivement, on a souhaité investir plus de temps sur ces questions de consommation et de ces déterminants de la consommation de vin, et notamment essayer de trouver quels sont les déterminants qui nous amènent à une consommation raisonnée, responsable de vin. Cette réflexion, en ce qui me concerne, elle est apparue à un moment où j'avais mes enfants qui devenaient adolescents, et donc en tant que père, mais également avec mon épouse, on s'est posé les questions du comportement qu'on devait adopter pour que nos enfants puissent profiter de ce produit culturel extrêmement intéressant, mais qu'ils puissent avoir un comportement responsable de ce point de vue-là, qu'on puisse les éduquer également de manière optimale, entre guillemets, c'est un mot que les économistes aiment bien. Voilà. Donc on s'est rapproché d'un certain nombre de contacts dans la filière. On a rencontré Christelle Leprel, et puis je lui ai parlé de ce projet, de travailler avec quelques collègues de Kedge sur la consommation responsable. Et puis il y avait une volonté commune d'investir du temps, des moyens sur ce thème qui nous paraît extrêmement important. Donc on a créé en juillet 2019 cette chaire consommation responsable. Aujourd'hui à Kedge, c'est 7 chercheurs qui travaillent sur ce thème, et donc, dont Renaud, David, Jo qui est ici, et d'autres collègues que je n'ai pas encore vus ou qui sont à distance et qui travaillent sur différentes thématiques. L'objectif, en fait, pour nous, c'est d'améliorer notre connaissance des comportements de consommation de vin, de parvenir à identifier les déterminants et, de ce fait, les leviers de la consommation responsable, dans le but, in fine, d'agir au travers notamment d'actions d'information, comme le mois de la consommation responsable que nous avons organisé à l'école en mars 2020, malheureusement n'a pas pu se tenir sur l'ensemble du mois, mais avec des volontés de renouveler ce genre d'opération pour avoir un impact auprès de nos étudiants qui, comme vous le devinez, ont un certain nombre de difficultés à modérer leur consommation. Et pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement important.
Alors, au sein de la chaire, on a plusieurs axes, dont un qui est dédié à la transmission intergénérationnelle et au rôle de l'éducation, dont je vais vous parler maintenant. Le rôle de l'éducation dans la littérature, il est assez méconnu et peu documenté à date dans la littérature scientifique. C'est pourtant une question fondamentale, Hubert en a parlé il y a un instant. La question que je me suis personnellement posée à titre individuel, est-ce que c'est une bonne idée d'éduquer mes enfants à la consommation de vin? Est-ce que, comme pour apprendre à conduire, est-ce que c'est une bonne idée de faire la conduite accompagnée avec les enfants, une espèce de conduite accompagnée pour la consommation de vin? Quelles sont les conséquences de la transmission de ces valeurs, de cette connaissance vis-à-vis du vin, qui sont très répandues dans des pays comme la France, qui ont une tradition viticole qui est extrêmement forte et bien ancrée? Quelles sont les conséquences en fait de ces pratiques? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien pour mes enfants? Est-ce que je suis en train de les exposer ou au contraire de les protéger? Est-ce qu'éduquer... Donc, il y a un certain nombre d'idées reçues que j'avais personnellement avant de débuter ces recherches. Pour moi, le fait d'éduquer était une façon de protéger les enfants. On a l'idée que consommer des vins de qualité permettrait d'éviter les excès de consommation et qu'éduquer ses enfants permet donc, je résume un petit peu le point, d'éviter les futurs excès. Et que consommer du bon vin aussi protégerait, donc une consommation hédoniste permettrait de protéger réellement d'un certain nombre d'excès. Ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à une idée reçue. Où en sont nos jeunes vis-à-vis de la consommation de vin? Alors là, je reprends les résultats d'une enquête IFOP de 2019 réalisée pour Vin et Société. Donc, au sein de la société française, 7 jeunes sur 10 environ déclarent boire du vin. Ils sont 63% à considérer que le vin, la connaissance en matière de vin s'acquiert au sein de la famille. Et un peu moins dans le cercle familial. Encore un peu moins, environ 19% sur Internet, etc. Enfin, en tout cas, il y a vraiment, sur cette histoire de transmission de connaissances en matière de vin, il y a véritablement un rôle à jouer au sein de la famille. La connaissance et l'intérêt des jeunes vis-à-vis du vin est assez faible, mais croît avec l'âge, comme on voit ici. 28% des 18-20 ans déclarent être intéressés, c'est intéressé, 31% entre 21 et 24 ans, et 25-30 ans, on est à 39%. La connaissance, l'intérêt vient avec l'âge. Qu'est-ce qu'on a engagé comme étude avec Renaud, qui est ici, David? On a, dans le cadre du mois de la consommation responsable, on a fait un certain nombre d'enquêtes, en fait, avant et après le mois de la consommation responsable. L'idée, c'était de savoir un petit peu où en étaient nos étudiants, quelles étaient leurs pratiques, quel était leur niveau de connaissance en matière de vin, donc leurs habitudes de consommation, leur connaissance ou ignorance des bonnes pratiques en matière de consommation de vin, le fait de boire, d'alterner entre boire et manger, de boire de l'eau pendant qu'on consommait de l'alcool, etc. Enfin, je vous détaillerai ça un peu plus tard. On a aussi posé des questions sur la connaissance, leur connaissance, à la fois leur connaissance objective au travers d'un certain nombre de questions concernant l'univers du vin, et leur connaissance subjective, autodéclarée. Est-ce qu'ils se considèrent totalement néophytes? Est-ce qu'ils se considèrent experts, etc. Et du con. Et donc, on a posé ces questions sur aussi les origines de la connaissance. On a essayé de voir si ils étaient capables de retracer les messages qui ont été transmis par les parents, les grands-parents, les amis, etc., etc. Donc, on a à peu près 1500 étudiants qui ont répondu à notre étude.
Ça, c'était juste avant le mois de la consommation responsable. Donc, on a souhaité voir un petit peu quelles étaient leurs habitudes de consommation. Après, on avait prévu d'intervenir, et je vous montrerai un visuel, et je remercie Hubert, puisque Hubert nous avait aidé à construire les visuels à partir des visuels d'Éducalcool qui sont extrêmement intéressants. Donc, on était intervenu sur le campus de Bordeaux, tout en ne traitant pas le campus de Marseille, c'est-à-dire en n'intervenant pas, en donnant pas de communication sur la consommation responsable sur le campus de Marseille, pour voir si une communication tout au long du mois avait un effet sur leur comportement. Malheureusement, en 15 jours, on n'a pas pu forcément retirer beaucoup de conclusions significatives sur l'organisation et l'efficacité d'un tel événement. Bon, qu'est-ce qu'on entend par donc consommation? Consommation, ici, on a demandé aux répondants de nous indiquer quelle était leur consommation d'alcool, de vin, de bière, de spiritueux, mais également les épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante, les API, soit 5 verres ou plus, 10 verres ou plus, durant les 30 derniers jours, selon une échelle de 0 à 100 verres, donc des verres standards, c'est-à-dire 12 centilitres pour le vin, 25 centilitres pour la bière, 2,5 centilitres pour les spiritueux, etc. Et par semaine. Donc ça, ce que je vais vous donner comme résultat, et ce que vous voyez sur la droite, sur le graphique de droite, ce sont des chiffres qui correspondent à une consommation par semaine. Dans ce graphique, vous avez également des résultats d'une autre enquête que nous avons réalisée à l'aide d'un panéliste qui, là, s'intéresse non pas aux jeunes de 18 à 26 ans, mais jeunes qui sont actuellement étudiants dans l'école de commerce, mais l'ensemble des jeunes français. Alors vous voyez ici que les barres bleues claires sont systématiquement plus élevées que les barres en vert, qui correspondent aux jeunes français versus les jeunes qui sont actuellement étudiants chez nous, qui consomment en moyenne beaucoup plus d'alcool. C'est la barre, les deux barres qui sont au milieu qui sont les plus élevées, qui sont simplement la somme de la consommation de bière, de spiritueux, de vin, et puis on avait considéré le cidre et les mix également. Voilà. Des épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante qui sont déclarés. En moyenne, vous en avez 2,5 avec 5 verres ou plus sur une semaine au cours des 30 derniers jours, c'est quand même pas négligeable, et moins d'un épisode déclaré chez les jeunes Français du même type. On a évidemment un peu moins d'épisodes avec 10 verres ou plus, etc. Voilà. Donc on est sur des différences quand même. On a deux échantillons qui sont pas similaires, mais on a essayé de voir un petit peu ce que la connaissance, et notamment la conscience des bonnes pratiques en matière de consommation de vin, pouvait avoir comme effet sur la consommation que l'on vient de voir ici. Alors, comment est-ce qu'on a récupéré comment est-ce qu'on a approximé ce niveau de connaissance? On l'a approximé de deux manières, comme je vous le disais, de manière objective. C'est pour ça que vous avez un S dans le titre. Ce sont deux types de connaissances, même si ici, je vous montre simplement le résultat du niveau déclaré de connaissance, donc de la connaissance subjective. Alors on voit que nos jeunes, en tout cas les jeunes qui sont à l'école, déclarent en moyenne être plus connaisseurs, ont reçu probablement plus d'informations sur le vin que les jeunes Français de manière générale. L'échelle ici varie entre 1, indiquant que le répondant n'a aucune connaissance en matière de vin, et va jusqu'à 7 points pour un jeune qui se déclare extrêmement compétent en la matière, avec une excellente connaissance. Voilà. Maintenant, les pratiques responsables. Comment est-ce qu'on a mesuré cela? Eh bien, on a posé la question suivante. Lorsque vous buvez de l'alcool, à quelle fréquence effectuez-vous les choses suivantes? Donc, soit jamais, on répond 1, ou toujours. Je compte le nombre de verres d'alcool que je consomme. Je mange tout en consommant de l'alcool. Je refuse une boisson alcoolisée, je suis capable, en mesure de refuser parfois une boisson alcoolisée qui m'est offerte car je ne souhaite plus boire. Je m'astreins à alterner entre boissons alcoolisées et non alcoolisées. Je ne bois que des boissons faiblement alcoolisées. Je limite le nombre de verres
consommer, c'est-à-dire que j'ai une conscience, je garde la maîtrise de ma consommation. Et enfin, j'étanche ma soif avec une boisson non alcoolisée avant de boire de l'alcool. Là, ici, on voit que les barres bleues, malheureusement, qui correspondent à nos étudiants, ce sont des barres qui sont un petit peu plus basses, même significativement plus basses que les barres vertes, qui, ouais, c'est vrai, c'est petit quand même. Hein. Donc, on est bien d'accord que ça a un impact. Bon, Alors, donc, ce sont des tout petits chiffres. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que les pratiques en matière de consommation responsable sont plus répandues parmi les jeunes Français que parmi les étudiants de notre école. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Alors, à travers un certain nombre de calculs, on a relié les chiffres de consommation déclarée sur la consommation de vin, ce qui était le focus de notre étude, consommation d'alcool en règle générale, et puis ces mesures de connaissance. Là, ici, vous avez le niveau de connaissance subjectif déclaré par le répondant, et puis le nombre de verres de vin consommés par semaine. Alors, on voit qu'il y a une relation qui est croissante, c'est-à-dire plus on est connaisseur et plus on va consommer de vin, et avec une relation qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une accélération en fait de la consommation avec le niveau de connaissance, qui est quelque chose qui interpelle et qui est inquiétant. C'est-à-dire que quand on devient très connaisseur en matière de vin, on s'expose à des niveaux de consommation élevés, voire très élevés. Les petites barres que vous avez autour de la courbe, ça veut dire, est-ce qu'il y a une hétérogénéité, au contraire une espèce d'homogénéité du comportement? Et on voit que les comportements sont très hétérogènes lorsque l'on a des niveaux de consommation qui sont élevés, des niveaux de connaissance qui sont élevés. Ça veut dire que parmi les connaisseurs, il y en a qui se comportent de manière raisonnable, et parmi ceux qui sont très connaisseurs, il y en a qui se comportent vraiment de manière excessive et qui ont des excès très importants. Ça, c'est pour la consommation de vin. Quand on confronte le niveau de connaissance avec la consommation d'alcool en règle générale, eh bien, vous voyez, sur l'axe des ordonnées, on a des niveaux de consommation qui, eux, sont quand même plutôt très élevés, avec, encore une fois, une influence positive du niveau de connaissance sur le niveau de consommation. Bon, personnellement, à titre personnel, j'avais un peu la réponse à ma question quand j'ai obtenu ces courbes-là en me disant, voilà, Olivier, si tu éduques tes enfants, c'est pas forcément une façon de les protéger naturellement, automatiquement. La bonne nouvelle, c'est que ici, vous avez la relation qui existe entre leur conscience en matière de consommation responsable, les gestes que je vous ai indiqués précédemment, et leur niveau de consommation. Là, on a une courbe qui est décroissante, c'est-à-dire que plus on est conscient de ces gestes, plus on les applique, et moins on consomme. Donc ça veut dire que éduquer également sur ces gestes a un effet sur la consommation de ces jeunes, et donc c'est potentiellement extrêmement intéressant parce que toute politique publique qui viserait à disséminer, à éduquer sur ces gestes-là, et je pense que fondamentalement, déjà, ça se passe au sein des familles, il faut insister pour que les familles éduquent et conscience que le fait d'éduquer les jeunes au vin n'est pas neutre, mais que éduquer à la consommation responsable, c'est quelque chose qui potentiellement peut avoir des effets favorables et diminuer la consommation de vin et d'alcool, comme vous pouvez voir ici, puisque ça, c'est un graphique qui correspond à la consommation d'alcool en règle générale. Donc, les jeunes peu conscients des bonnes pratiques ont des comportements très hétérogènes, comme vous pouvez le voir ici, en matière de consommation de vin. Certains sont abstinents ou quasi abstinents, d'autres ont des consommations d'alcool extrêmes. Quelles sont les origines, c'était notre partie de notre étude, quelles sont les origines de la connaissance et de la responsabilité? Eh bien, dans les enquêtes que l'on a donc réalisées, on s'aperçoit que la connaissance provient des parents. C'est peu surprenant, on s'y attendait, mais également beaucoup des amis, même à cet âge-là. Donc les amis ont un rôle important pour éduquer, enfin donc en termes d'éducation, de partage de connaissances sur le vin. Également, de manière assez intéressante, un rôle joué par les distributeurs, mais également les producteurs de vin. Un peu moins fort, mais en tout cas, on voit dans les réponses, de manière assez claire, des jeunes qui se nourrissent de la communication de la part des producteurs et de la part des distributeurs, que ce soit les cavistes, etc., etc.
En termes de responsabilité, quelle est l'origine de la responsabilité? Quand on confronte ces niveaux déclarés de responsabilité et le fait de déclarer que je communique sur le vin avec mes amis, je communique avec mes parents, etc. Eh bien, il y a un rôle, là, pour le coup, très négatif des amis. C'est-à-dire que le fait d'échanger, d'avoir cette pratique, ce qui est normal, bien sûr, sociale, de partage d'alcool, de vin avec les amis, a tendance à diminuer notre niveau de responsabilité. Donc là aussi, d'une certaine manière, on peut orienter les politiques de santé vers ce type de message à diffuser au sein des groupes amicaux, etc., etc. Les parents ont un rôle essentiel dans la transmission de ces valeurs de responsabilité. Les femmes sont, en règle générale, et Hubert l'indiquait tout à l'heure, plus responsables, se déclarent plus responsables que les hommes. Et enfin, le fait de retarder la découverte, donc lorsque l'âge du premier verre augmente, eh bien, on se déclare en règle générale plus responsable. Les conclusions de cette étude, c'est que les étudiants d'écoles de commerce consomment plus de vin et d'alcool en général que la moyenne des jeunes Français. Les étudiants de ces écoles sont moins conscients des bonnes pratiques en matière de consommation responsable. Ils se déclarent par ailleurs plus connaisseurs en matière de vin. Nous avons détecté donc une relation positive, de forme convexe, excusez-moi, c'est un peu technique, mais entre la connaissance en matière de vin et la connaissance de vin et d'alcool en général. Des jeunes très éduqués constituent une cible donc stratégique pour la politique de prévention. Ces derniers consomment parfois de l'alcool, et pas nécessairement du vin. On a vu que les niveaux déclarés en termes de consommation de vin, le focus, en fait, le problème n'est pas essentiellement le vin ici. Ce sont plutôt les alcools, les spiritueux et la bière. De manière excessive, donc au détriment évidemment de leur santé. Si j'ai encore quelques secondes, donc on a, pour résumer, une relation négative également de forme convexe, avec une pente qui est très forte. C'est ce qui est intéressant parce que quand on commence à éduquer, quand on fait passer ne serait-ce qu'un geste, quand on va faire de la politique de santé sur un seul geste, on va avoir un impact extrêmement important sur le niveau de consommation de ces jeunes. Ça, c'est plutôt intéressant. Éduquer à la consommation responsable est donc utile et tout sauf futile. Avoir en tête au moins une bonne pratique va permettre de diminuer sensiblement la consommation des jeunes adultes. Il apparaît donc important d'éduquer, pas simplement à l'alcool, au vin, de donner toutes ces valeurs, mais il faut doublement éduquer, c'est-à-dire qu'il faut transmettre ces valeurs, mais aussi transmettre toutes ces informations nécessaires en disant, voilà, tu vas consommer du vin, mais c'est important que tu aies conscience que pour bien consommer ce produit qui potentiellement a des conséquences, eh bien, il faut que tu aies un certain nombre de bonnes pratiques et que tu limites ta consommation. Donc éduquer doublement au vin, mais aussi à la consommation responsable paraît essentiel. Des initiatives sont nombreuses au sein de ces écoles. Donc, pour protéger les étudiants, par exemple à l'université de Bordeaux, il y a ces jeunes qui sont des promoteurs de bonnes pratiques. C'est trop petit pour que je lise, et puis je ne me rappelle plus exactement. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est qu'on a des jeunes qui sont là aussi pour parler à leurs camarades, de telle sorte à limiter leur consommation d'alcool pendant les soirées. Aux mines de Douai, j'ai trouvé intéressant de faire appel à une groupe de... merci beaucoup, une compagnie théâtrale, pour discuter, aborder ces problèmes, sensibiliser aux problèmes de consommation d'alcool excessive. À l'école, si je fais un peu de publicité, on a un wellness center. On a recruté des jeunes en service civique pour notamment intervenir dans le cadre des soirées qui sont évidemment ces moments d'alcoolisation particulièrement importantes. On prend en charge les problèmes d'addiction au sein de ces soirées. Et comme je vous le disais au début, on souhaite, dans le cadre de la chaire, également en termes d'impact, réorganiser ce mois de la consommation responsable à titre pilote pour voir comment ça fonctionne, les effets que l'on peut avoir auprès de nos étudiants, pour ensuite le diffuser ce mois de la consommation responsable sur d'autres campus et dans d'autres écoles. Bon, c'est quelques petits exemples de communication que c'est trop petit là, URBS, désolé. Mais j'ai essayé de faire un peu plus petit pour la fin, pour un autre dessin. Donc voilà. Écoutez, juste pour terminer, voilà un type de visuel que l'on a
fait circuler en mars 2020 pour inciter nos étudiants à limiter leur consommation d'alcool. Et les premiers calculs qu'on avait faits quand même, en regardant la consommation, enfin en tout cas les niveaux de consommation déclarés après le mois de la consommation responsable, on voyait quand même un effet positif extrêmement dispersé. On ne pouvait pas en conclure quelque chose de significatif, mais il y a sans doute quelque chose à faire auprès de ce public qui est particulièrement exposé en termes de santé publique. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour cette étude sur une population étudiante en école de commerce. Bon, vous avez des questions à poser peut-être, vous les gardez pour tout à l'heure. Et si vous êtes à distance, vous les écrivez, nous les envoyez, non pas par le chat, mais de préférence par la petite fonction QR, question-réponse. Et on la pose après l'intervention de Renaud Lunardeau, que je vous présente maintenant. Renaud est, lui, professeur de marketing à Kedge Business School. Il est aussi docteur de l'Université de Reims. Il est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches de Paris 12. Il est un chercheur visitant à Louisiana Tech, à HEC Montréal, à la Business School de Duke University, à l'Université d'Adélaïde en Australie. Donc, vous voyez un certain nombre de pays du monde entier et producteurs de vin d'ailleurs. Il s'intéresse essentiellement au comportement du consommateur en tant qu'individu, qu'il soit acheteur ou vendeur. À Kedge, il donne des cours sur la collecte et les analyses de données, sur le marketing sensoriel, sur le marketing opérationnel. Bon. Alors là, on aborde maintenant les différents objectifs du consommateur, c'est-à-dire la consommation du vin selon le profil, les objectifs de consommation selon le profil. Exactement. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter mes travaux. Merci à la chaire de consommation responsable portée par Vin et Société au sein de Kedge Business School qui m'a permis de les réaliser. Et merci à l'audience d'être là aujourd'hui pour assister à cette présentation qui, j'espère, sera source d'intérêt pour vous. Aujourd'hui, je vais donc présenter des travaux, 2 études en particulier, sur les différentes motivations, les différents objectifs du consommateur de vin ou d'un consommateur de vin. Je vais essayer d'avoir un plan relativement classique. On va être général au début et de plus en plus précis ensuite. Et j'espère qu'à la fin, vous aurez une vision claire de qui consomme, pourquoi et dans la lignée des propos de Hubert Sassi, dans quelles conditions. On verra qu'il y a un impact bien sûr fondamental du contexte. Et puis il y a une variation naturellement entre les profils. Donc ici, je vais vous présenter une première étude qui a été faite au sein de la chaire Vin et Société, une étude qui a porté auprès de 654 personnes représentatives de la population française à l'aide d'un panéliste. Et on s'intéresse donc à la consommation en termes de nombre de verres et de fréquence de consommation. Alors la consommation journalière, ce qu'on a pu identifier, c'était que principalement, on avait une large proportion des consommateurs qui consommaient moins d'un verre par jour, donc 39%, et naturellement, plus le nombre de verres augmente, et moins on a de consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a que 11% des personnes en France. Oui, alors les chiffres sont petits, je pense que je vais avoir droit à un dessin. On n'a que 11% des consommateurs en France qui boivent 3 verres ou plus par jour, ce qui est plutôt rassurant en termes de santé publique. Là, c'est naturellement une vision très générale. On va passer à une vision ensuite un peu plus précise. Toujours en nombre de verres par jour. Alors là, c'est très petit, mais je vais essayer d'être très clair. Alors c'est un peu plus grand sur le grand écran que voient nos amis, hein, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Retour, donc par âge, non merci Olivier. Je suis encore d'un âge qui me permet de voir naturellement. J'y tiens absolument. Il me reste encore peu de temps. J'y tiens. Donc la consommation journalière par profil, on voit que cette consommation elle augmente avec l'âge. Sous-entendu, quand on a entre 18 et 24 ans, on consomme moins que lorsqu'on a plus de 65 ans. On voit qu'entre les deux, il y a une zone qu'on pourrait appeler une zone grise, hein, où là, naturellement, la consommation en termes de nombre de verres par jour varie en fonction des professions, du contexte, du genre et autres. Par CSP, on se rend compte que quand on est cadre ou quand on a des responsabilités, on a tendance à avoir une consommation journalière plus importante que lorsqu'on a moins de responsabilités, ce qui est corrélé avec le revenu. Hein. Naturellement, on voit que les personnes qui ont un revenu plus important consomment davantage que les personnes qui ont un revenu moins important. Et enfin, donc, on peut dire que finalement, la question qui peut se poser à la fin de ces quelques graphiques
est-ce que finalement la consommation d'alcool, comme il a été proposé lors de la présentation de M. Sassi, est-ce que finalement ça n'est pas un outil de décompression? Et on va voir que finalement, oui, il y a un objectif de décompression, c'est-à-dire nous on appelle ça un objectif suppressif ou une motivation suppressive. On essaye d'éliminer, de ne plus penser aux aléas négatifs du quotidien. Et en regardant ces graphiques-là, on peut effectivement se poser la question, est-ce que la consommation de vin peut effectivement servir cet objectif? Ici, on s'intéresse au profil, mais en termes cette fois de fréquence de consommation, c'est-à-dire non pas combien je bois, mais combien souvent, c'est-à-dire à quelle fréquence je bois. Ici, on s'est intéressé à la principale différence qu'on a observée dans les données, à savoir une différence entre les hommes et les femmes, et on remarque que finalement, les fréquences de consommation les plus faibles sont observées chez les femmes, alors que les fréquences de consommation de vin rouge les plus importantes donc, sont observées chez les hommes. Et donc, naturellement, ça nous laisse penser que lorsqu'on est un homme, on consomme plus souvent de vin rouge que lorsqu'on est une femme. À propos du vin blanc, on observe à peu près la même tendance, sauf qu'elle est moins marquée. Mais néanmoins, on observe toujours que lorsqu'on est un homme, on consomme plus de vin blanc que lorsque l'on est une femme. Donc on voit qu'il y a une première différence en matière de consommation de vin, ici de fréquence de consommation, qui apparaît par profil. Et donc on a une différence significative entre les hommes et les femmes. On s'est intéressé, au-delà du rôle du genre, on s'est intéressé au rôle de l'âge. Et on s'est demandé, est-ce que finalement, avec l'âge, ce qu'on a déjà montré sur le nombre de verres consommés, est-ce que finalement, on ne consomme pas aussi plus souvent lorsqu'on prend de l'âge? Et effectivement, on se rend compte que la fréquence de consommation nulle, à savoir donc qui est représentée par la colonne jamais, est davantage observée chez les personnes les plus jeunes, alors que les fréquences de consommation les plus importantes, c'est-à-dire plus souvent qu'une fois par semaine, sont davantage observées chez les personnes les plus âgées. Ce qui nous laisse naturellement penser que, avec l'âge, non seulement on consomme plus de verres par jour, mais on consomme aussi donc plus souvent. Alors maintenant, on va s'intéresser non pas à la consommation, mais aux objectifs de consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse les gens à consommer. On a parlé des déterminants de consommation, c'est exactement à cela qu'on va s'intéresser maintenant. Et on va s'intéresser à ces objectifs de consommation, encore une fois, par profil. Dans la littérature, on se rend compte qu'il y a 3 principales motivations à la consommation d'alcool. Alors ici, je parle d'alcool parce que finalement, le vin est un alcool particulier, qui a une dimension esthétique, sensorielle différente, sociale différente également. Et donc, ici, je commence simplement par une vision plus globale avec les 3 types d'objectifs associés à la consommation d'alcool. On a identifié une motivation suppressive. Sous-entendu, on demande aux personnes, lorsque vous buvez, est-ce que c'est pour oublier vos ennuis, vous détendre, vous aider à vous relaxer ou ne plus penser aux aspects négatifs du quotidien? Donc, on leur pose ces 4 questions. Ensuite, on agrège les réponses. Ça nous donne un score de motivation suppressive ou d'objectif suppressif. On a fait la même chose sur une autre motivation qui a été identifiée dans les recherches, à savoir une motivation désinhibitrice. Sous-entendu, quand on consomme, ce n'est pas pour oublier les aspects négatifs du quotidien, c'est pour se sentir plus sûr de soi, plus élégant, plus classe, etc. Plus confiant. Et vous imaginez qu'on peut se poser la question, est-ce que chez les jeunes, c'est pas fini, qui sont un peu moins sûrs d'eux parfois, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour eux? Et enfin, on a identifié un contexte, enfin une motivation plutôt sociale. Sous-entendu, c'est le contexte qui m'incite à consommer de l'alcool. On a entendu tout à l'heure M. Sassi dire que quand on avait une vie professionnelle qui nous menait, par exemple un représentant qui nous menait à faire l'expérience de contextes sociaux différents où la consommation d'alcool est privilégiée, effectivement, on peut se demander la question, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression sociale qui nous incite à nous comporter de la même façon pour faire partie du groupe et donc à consommer davantage? Donc on a identifié ces 3 motivations et on s'est posé la question finalement, est-ce que ces 3 motivations à la consommation d'alcool et ensuite de vin sont les mêmes chez tous les individus ou est-ce qu'elles diffèrent en fonction de certains profils? Sur la désinhibition, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec l'âge, celle-ci diminue. C'est-à-dire qu'on consomme moins d'alcool, en l'occurrence ici, donc c'était du vin rouge, on consomme moins d'alcool lorsqu'on prend de l'âge pour des raisons de désinhibition. Sous-entendu, je n'ai pas besoin de me sentir plus confiant avec l'âge. Et donc, j'imagine parce qu'on prend de la confiance naturellement avec l'âge. Et donc, on observe qu'il y a une différence en fait d'impact de l'âge sur cette motivation. Donc, il y a une diminution des objectifs de désinhibition avec l'âge.
En revanche, si on creuse un petit peu et qu'on intègre cette fois non plus seulement l'âge, mais aussi le genre dans l'analyse, on se rend compte que finalement ici, on a une différence très forte, très marquée, entre les hommes et les femmes au cours du temps. Sous-entendu, avec l'âge, chez les hommes, la décroissance des motivations désinhibitrices, des objectifs de désinhibition liés à la consommation d'alcool diminue. Sous-entendu, est plus forte. Sous-entendu, quand je suis un homme et que je suis jeune, je consomme du vin ou de l'alcool pour avec un objectif de désinhibition. Ceci n'est pas observé chez les femmes. Elles sont effectivement plus responsables. Mais par contre, avec l'âge, on observe qu'on a une tendance similaire. Et donc, ce qui est important ici de noter, c'est vraiment que le danger, le risque, en tous les cas, peut être observé chez les hommes jeunes qui veulent consommer de l'alcool à des fins de désinhibition. Voilà, on se rend compte qu'il y a une vraie différence. On a aussi des objectifs suppressifs, on l'a rappelé, hein, on peut consommer de l'alcool ou du vin pour oublier les aspects négatifs du quotidien. Et enfin, ici, en fait, ce dont on se rend compte ici, c'est que cette motivation suppressive est d'autant plus marquée chez les personnes qui sont étudiantes, ouvrières ou cadres. Donc, on peut penser qu'en fonction de l'emploi, en fonction de l'occupation, effectivement, on peut être amené à consommer du vin parce qu'on a davantage de soucis, davantage d'ennuis dont on aimerait se débarrasser, qu'on aimerait ne plus ruminer. Voilà. Enfin, on s'est intéressé aux objectifs sociaux, hein, on en a parlé, suppressifs, désinhibitrices et sociaux. Les objectifs sociaux, on se rend compte que finalement, c'est presque le même pattern que l'on observe avec la désinhibition. On observe que quand on est un homme et qu'on est jeune, on a tendance à consommer davantage que lorsqu'on est un homme et qu'on prend de l'âge, ou tout simplement que l'on est une femme, quel que soit son âge. Sous-entendu, les femmes sont plus responsables que les hommes et n'agissent pas, en tous les cas ne consomment pas d'alcool pour des motifs sociaux, alors que chez les hommes, le graphique montre qu'ils ont davantage l'impression qu'une pression sociale existe quand ils sont jeunes, qu'ils doivent s'y conformer, qu'une façon de s'y conformer est de consommer du vin. Voilà ce qu'il en est pour les objectifs suppressifs, désinhibiteurs et sociaux. Et donc, on va passer à l'étude 2. Cette étude 2, finalement, je vous ai dit, l'alcool, c'est très général, le vin, c'est plus particulier, il y a une dimension esthétique, sensorielle, différente. Et ici, dans cette étude 2, on a souhaité s'intéresser à des motivations qui étaient plus positives. Bien entendu, on ne consomme pas que pour oublier les ennuis, que parce qu'on se sent obligé de se conformer, ou que parce qu'on a besoin de plus avoir confiance en soi. On consomme également pour le plaisir. On consomme aussi parfois parce qu'on peut percevoir certains bénéfices pour la santé. Par exemple, le vin rouge est associé à quelques bénéfices santé par rapport à des composants comme les antioxydants dans le vin rouge, les polyphénols ou autres. Et donc ici, on s'est intéressé à ces motivations plus positives. On a réalisé une étude auprès de 2504 personnes représentatives de la société française, toujours avec un panéliste, et cette fois en février 2001. On a intégré un grand nombre de motivations. Ici, on se rend compte que les motivations les plus importantes, qui sont les plus prépondérantes, c'est finalement le plaisir. Donc, ce n'est pas la motivation suppressive, désinhibitrice ou sociale, c'est vraiment le plaisir. Si je bois, c'est pour me faire plaisir, accompagner mon repas, apprécier le goût du vin, etc. On les trouve ici, ce sont les motivations les plus prépondérantes. On observe également que les motivations qu'on avait dites sociales, désinhibitrices et suppressives sont finalement pas aussi importantes puisqu'elles apparaissent à droite du graphique. Et donc finalement, c'est plutôt intéressant de constater que le vin n'est pas un alcool comme les autres et si on le consomme, c'est principalement pour accompagner le repas, se faire plaisir. On s'est encore une fois posé la question, finalement, est-ce que ces différentes motivations sont les mêmes? Ces motivations de plaisir sont les mêmes entre les hommes et les femmes. Ici, vous avez les barres bleues qui représentent les motivations chez les hommes, les barres roses qui représentent les motivations chez les femmes. C'est un peu caricatural, mais bon, en tous les cas, c'est visuel. Ici, on a regardé si on observait des différences, et effectivement, on observe des différences. Par exemple, chez les femmes, on a davantage l'impression que, en tous les cas, ce qui ressort de l'analyse, que les motivations sont plus liées au plaisir, partager un bon moment, se relaxer, même si ça peut être suppressif, ou célébrer une bonne nouvelle. Ce sont les trois motivations pour lesquelles on a des différences significatives positives entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, on a davantage une variété plus importante de motivations qui peuvent être ici, par exemple, davantage sociales.
ou de santé, par exemple, ce qui n'apparaît pas forcément dans la consommation, dans les différences qu'on a pu observer entre hommes et femmes auparavant. Donc ici, on se rend compte qu'il y a une prépondérance des objectifs liés au plaisir chez les femmes et davantage de diversité chez les hommes. On s'est ensuite intéressé à l'importance finalement de ces motivations dans l'explication de la consommation, c'est-à-dire sont-ce vraiment des déterminants de la consommation? Ce dont on se rend compte, c'est que lorsque on consomme du vin pour des occasions éphémères, naturellement ça diminue la consommation, type célébrer une bonne nouvelle, partager un bon moment ou essayer quelque chose de nouveau. En revanche, toutes les motivations qui sont de l'ordre de la relaxation, donc suppressif, se sentir sûr de soi, des inhibiteurs, oublier les ennuis, accompagner ce que je mange, donc le plaisir, et le bénéfice sur la santé, on se rend compte que ces motivations-là ont un impact positif sur le volume de consommation. Sous-entendu, quand je pense que la consommation de vin m'aide à me relaxer, à me sentir sûr de moi, être en meilleure santé, accompagner donner du plaisir à accompagner ce que je mange, cela augmente la consommation. Comme on a vu que le bénéfice santé, la perception de bénéfice santé pouvait influencer la consommation de vin, on s'est posé la question finalement, quels sont les bénéfices santé qui peuvent être associés à la consommation de vin? Et donc ici, on s'est intéressé à la littérature, alors très large, pas uniquement scientifique, mais aussi, j'allais dire, presque dans la presse quotidienne, dans les psychologie magazines ou autres, en tout cas de façon beaucoup plus large que la littérature académique. Et on a intégré un certain nombre de différents bénéfices et risques de santé possibles dans un questionnaire qu'on a administré donc à ces 2504 répondants. Et on a mesuré à quel point finalement les répondants associaient ces bénéfices ou ces risques à la consommation d'alcool. Et on s'est rendu compte que finalement il y avait très peu de bénéfices qui étaient associés à la consommation de vin. Et en revanche, beaucoup plus de problèmes de santé avec une prépondérance pour les bénéfices, donc peu d'accord, hein, même si on observe quand même que les barres les plus importantes sont celles pour l'espérance de vie, encore une fois sans doute liées à la présence d'antioxydants dans le vin rouge. En revanche, pour les problèmes de santé, là on est davantage sur tout ce qui est de l'ordre du cancer du foie, des AVC ou de l'hypertension par exemple. Le vin rosé est perçu un peu meilleur en termes de santé que le vin rouge, mais ceci de façon très peu marquée. Une fois qu'on a identifié les problèmes santé et les bénéfices santé liés à la consommation de vin, on s'est posé la question de leur impact sur la consommation. Et en fait, ici, ce qu'on a observé, je vais encadrer simplement les trois, voilà. Ce qu'on a observé, c'est que dès lors qu'on percevait des bénéfices santé à la consommation de vin, la consommation augmentait, c'est-à-dire qu'on devenait plus un consommateur régulier qu'occasionnel. Et on peut observer la même tendance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les gens pensent que la consommation de vin peut leur donner une peau plus saine, alors peut-être est-ce que c'est lié à Smith Olafite qui fait par exemple des soins à base de vin rouge, etc., de raisin en tout cas, on voit que ça augmente la consommation de vin, de même que dès lors qu'on pense que ça nous aide par exemple en termes d'espérance de vie. Donc on voit qu'on trouve des bénéfices santé qui nous donnent des raisons de consommer du vin. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les consommateurs occasionnels et réguliers en termes de perception de déficit santé. Sous-entendu, ce n'est pas parce que je perçois des risques de santé liés à la consommation de vin que je vais consommer davantage ou moins. Donc, pour résumer, quand je perçois des bénéfices liés à la santé, je consomme davantage, probablement parce que ça justifie ma consommation. Et lorsque je perçois des risques de santé à la consommation de vin, ça ne me fait pas consommer davantage, mais ça ne me fait pas consommer moins. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup.